Vous regardez le dernier virage de l'information sur RTI 1 ce soir dans les titres de l'actualité. La JICA entend poursuivre et renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Une délégation de l'agence japonaise était ce jeudi dans les locaux de la primature. La coopération entre la Côte d'Ivoire s'est élevée l'an dernier à 400 millions de dollars US, l'une des enveloppes les plus élevées de la coopération en Afrique subsaharienne. 1,3 milliard de francs CFA pour renforcer l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. C'est un appui des États-Unis d'Amérique. Un accent particulier sera mis sur la formation des juges et l'amélioration de l'appareil judiciaire de notre pays. Et pour un meilleur déroulement de l'ensemble de la compétition de la CAN de l'hospitalité, la CAN 2023, un dispositif sécuritaire a été déployé sur le terrain. Si des milliers d'hommes en tenue sont présents sur l'ensemble du territoire pour assurer la sécurité des biens et des personnes, l'aspect digital n'est pas un reste. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire vous dit à quoi bas. Je vous le disais il y a quelques instants, l'agence japonaise de coopération internationale JICA veut renforcer ses activités en Côte d'Ivoire. Son vice-président exécutif était ce jeudi à la primature. Le docteur Yamada Jinoussi a été reçu en audience par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beuré-Mambé. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Ce jeudi à la primature, Dr Yamada Yunushi, vice-président exécutif de l'agence japonaise de coopération internationale, est reçu par le Premier ministre Robert Beuré-Mambé. La JICA se félicite de sa coopération avec le pays et exprime son désir de voir ses liens renforcés. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays importants pour la coopération de la JICA en Afrique et donc nous espérons pouvoir poursuivre et étendre nos activités de coopération en Côte d'Ivoire dans le futur. L'année dernière, nous sommes engagés dans 3 projets de prêts, des projets de coopération technique et des projets de dons et le montant total s'élève à 400 millions de dollars US et donc c'est l'une des enveloppes les plus élevées de la coopération en Afrique subsaharienne. La JICA, il faut le rappeler, a pour mission d'aider au développement économique et social des pays en développement et de promouvoir la coopération internationale. En Côte d'Ivoire, elle intervient dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des infrastructures ou encore de l'adduction en eau potable. Après la rentrée solennelle de la première session 2024 du Sénat, la présidente de l'institution a échangé avec les différentes entités de la Chambre haute du Parlement. Yamoussoukro Kandia Camara a invité les sénateurs et le personnel de l'institution à œuvrer pour son rayonnement. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Siège du Sénat, Yamoussoukro. Fini la cérémonie officielle de rentrée de la première session 2024. Place aux perspectives. Kandia Kamisoko Kamara reçoit d'abord le personnel de l'institution. Son porte-parole annonce la mise sur pied d'une mutuelle pour un environnement professionnel des plus épanouis avant de rassurer quant à l'engagement de tous de travailler avec ardeur. Nous veillerons, conformément à vos instructions, à organiser dans les tout prochains jours l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle des agents du Sénat à l'effet de promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion indispensables à un appui efficace à votre Excellence dans l'accomplissement de votre mission. Une vision saluée par la présidente de la Chambre haute du Parlement. J'ai pleinement conscience de vos difficultés dans l'accomplissement de vos missions. Nous travaillerons à améliorer progressivement la situation afin de renforcer votre efficacité et vos performances. J'attache également du prix à la mise en place effective de la mutuelle du personnel dont je me réjouis de l'organisation prochaine de l'Assemblée générale constitutive. À la suite du personnel, les sénateurs au grand complet. Ici aussi, s'inscrire dans l'excellence est plus qu'un sacerdoce. Excellence, Madame la Présidente du Sénat, les attentes de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens vis-à-vis de notre Chambre sont immenses. Pour notre part, nous voudrions vous réaffirmer notre engagement solennel à poursuivre avec assiduité et loyauté
l'exercice de nos fonctions respectives afin de continuer de mériter de votre confiance et de celle de la nation entière. Prenant la parole, la présidente de l'institution se félicite du travail abattu. Elle invite les sénateurs à maintenir le cap. Il est de notre devoir de continuer à enrichir le débat parlementaire ivoirien par la pertinence de nos réflexions et de nos propositions en exprimant notre volonté, chaque fois qu'il est nécessaire, de porter haut les préoccupations des populations afin de continuer de mériter leur confiance. Je voudrais, à ce stade de mon propos, renouveler notre sincère gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la place importante qu'il accorde à notre Chambre dans la réalisation de sa vision de progrès et de développement pour la Côte d'Ivoire. C'est donc le Sénat, dans toute sa composante, qui s'est tracé une trajectoire nouvelle, celle de l'excellence au service de la Côte d'Ivoire. Le projet de renforcement de l'accès à la justice et à l'amélioration de l'institution juridique est en marche en Côte d'Ivoire. Il permettra de renforcer la formation des juges, voire le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans notre pays. Une signature de convention dotée d'une enveloppe d'1,3 milliard de francs CFA a eu lieu à Abidjan. Chris Diomandé, Jean-Marc Djadji. Un pas de plus pour l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Le projet sur le renforcement de l'accès à la justice et à la modernisation de l'institution judiciaire vient de voir le jour. Son montant, 1,3 milliard de francs CFA. La cérémonie de signature du document de ce projet s'est faite entre le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Les interventions du projet contribueront à renforcer le système de formation des juges et des aspirants juges, à soutenir les efforts d'amélioration de l'administration et du fonctionnement des tribunaux et à appuyer la mise en place d'un dispositif législatif et réglementaire pour renforcer l'efficacité des institutions judiciaires. C'est un aspect important de notre partenariat avec le gouvernement ivoirien et le peuple ivoirien pour renforcer sa démocratie et pour promouvoir la stabilité et prévenir le conflit en Afrique de l'Ouest côtière. Le ministre Jean-Sanson Kambilé a exprimé toute sa gratitude à la délégation américaine pour la mise en place de ce projet. En signant ces accords, nous posons les bases d'une collaboration davantage fructueuse qui permettra de renforcer l'état de droit et l'accès à la justice pour tous. La mise en œuvre de ce projet permettra d'atteindre les objectifs spécifiques suivants. Le renforcement de la formation initiale et continue des magistrats, l'amélioration du fonctionnement de l'administration judiciaire et des tribunaux, la mise en place de mécanismes visant à faciliter les alternatives à la détention. Toutes les dispositions seront prises en vue de mettre en place les instances de gouvernance et de gestion du projet, à savoir le comité de pilotage et le comité technique, afin d'en assurer la bonne exécution. Cette coopération permettra, sur une période de 3 ans, de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien visant à améliorer l'efficacité, l'équité, la sensibilité au genre du système judiciaire pour le bénéfice de tous les citoyens. On s'intéresse maintenant à la CAN 2023. Les affiches des quarts de finale sont connues. Le match Nigeria-Angola se jouera demain vendredi 2 février à 18h et ça sera au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les Léopards de la République démocratique du Congo, eux, seront face à la Guinée au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe à 21h. Et puis la rencontre Mali-Côte d'Ivoire est prévue pour le samedi 3 février à 18h au stade de la Paix de Bouaké. Et enfin à Yamoussoukro au stade Charles Konambani, le Cap-Vert va défier l'Afrique du Sud et ça sera à 21h. Dans seulement 48 heures, les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront les aigles du Mali pour une place en demi-finale de la CAN 2023. Les tickets de la rencontre ont été mis en vente ce jeudi matin à Bouaké. Les points de vente ont ouvert dès 8h du matin. Lorgoritsi, Boubacar Silla et Soro Corona nous en parlent. Encaissé face à Edouard Mendy. La Côte d'Ivoire est définitivement ressuscitée.
Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les aigles du Mali le samedi 3 février au stade de la paix de Bouaké. Une rencontre qui se situe dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis l'ouverture des points de vente des tickets, les supporters se sont précipités sur les lieux. Ils sont nombreux à y avoir passé la nuit pour être parmi les premiers à obtenir le précieux ticket. Il y a eu uniquement que 2 tickets de 10 000 pour mon oncle. Comme il peut y avoir au moins 2 tickets pour mon oncle, je suis un peu content. Pour ce match, les consignes sont claires. Une personne a droit à 2 tickets. Au moment qu'on dit c'est 2 tickets par personne, au moins tout le monde pourra avoir peut-être les tickets. J'étais venu au moins pour 4 tickets, mais il peut y avoir 2, je suis déjà satisfait. Quelques difficultés existent et ralentissent le bon déroulement de la vente des tickets. Cela suscite quelques mécontentements. On nous fait dresser des listes, on écrit des noms 2 à 3 fois. On déchire les listes, on dit non que venez demain. Depuis 20 h, j'ai dit bien 20 h, nous sommes ici. Depuis 20 h, les gens ont dormi ici. Vous pouvez voir les nattes derrière. Les gens ont dormi ici. Maintenant, nous sommes là, on dit non que ça a ouvert, que les tickets sont disponibles. Mais le rang n'avance pas. Éléphants de Côte d'Ivoire, Aigle du Mali, au stade de la paix de Bouaké. C'est une place pour les demi-finales de la CAN 2023 qui se joue. Vous avez reconnu la voix de Kader Sogodogo. La CAN de l'hospitalité ne saurait se tenir sans un dispositif sécuritaire de qualité, un dispositif piloté par le commandement principal des opérations de sûreté, des hommes qui sont présents sur le terrain, mais aussi dans le cyberespace. Alexis Ouedraogo. Il est 16h ce jeudi au PCP, le poste de commandement principal des opérations de sécurité de la CAN 2023. Le général Dosso effectue sa ronde de contrôle. Cet instrument qui est là nous sert d'appui. Tous les 6 stades, dans un rayon de 5 km, nous pouvons les visualiser à partir d'ici. Constitué des forces de police, de gendarmerie, de l'armée, le PCP sécurise les hôtels, les salles d'entraînement, les escortes, les lieux d'hébergement, les sites de compétition. Tout se passe bien dans tous les stades et les populations sont canalisées jusqu'aux des lieux de parking jusqu'à l'intérieur du stade. Et après les matchs, des stades jusqu'à en dehors du périmètre sécurisé. Le dispositif mis en place par l'État pour garantir la sécurité des personnes et des biens durant cette CAN s'étend aussi au cyberespace. Au sein du poste de commandement cybersécurité de la CAN, les consignes sont très claires. On est chargé de toute la lutte contre les malveillances cyber sur le plan technologique, notamment les attaques, les agressions sur les sites concernés par la CAN, mais également sur la partie lutte informationnelle, notamment les fausses informations. Prenant appui sur la loi sur la cybercriminalité, l'unité fait régulièrement des patrouilles dans le cyberespace. Il y a 2 actions que nous menons. Nous avons pour objectif premièrement de faire cesser l'infraction, notamment stopper la propagation de fausses nouvelles par des démentis, par des retraits de postes, les suppressions de ces postes. Mais il y a une seconde partie qui est importante également, en plus de faire stopper l'infraction, c'est de rechercher les contravenants. Pour ce qui concerne la cybercriminalité, les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison en fonction des infractions, mais les conséquences sur le terrain peuvent être traitées par le code pénal. Donc on peut avoir des sanctions criminelles qui vont jusqu'à 20 ans de prison s'il y a des conséquences comme des meurtres à cause d'un poste. Il faut que les internautes sachent que tout commence en ligne par des paroles violentes, mais ça continue sur le terrain après. Donc quand vous commencez en ligne, sachez qu'on est là sur le terrain pour vous. Avec le début des quarts de finale, place au redéploiement des équipes. Pour le match du 3 février prochain, les populations sont appelées au respect des consignes sécuritaires. Les populations attendent 1 heure ou 30 minutes avant le début des compétitions pour pouvoir affluer et ne pas se soumettre aux différents contrôles et veulent avoir accès en même temps. Nous leur demandons d'abord d'avoir les tickets qui viennent tôt au stade. En venant au stade aussi, qu'ils se débarrassent des objets interdit. Et avec ces consignes, un rappel important, celui de la responsabilité en ligne.
La Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc étaient déjà très liés par l'histoire. Ils le sont davantage et dorénavant grâce au football, la CAN 2023. Le séjour des Marocains en terre ivoirienne a été marqué par des instants de partage et de gaieté. Une équipe des Lions de l'Atlas qui peut compter sur la Côte d'Ivoire pour ses prochaines compétitions en Afrique, mais aussi à travers le monde. Un sujet de Khalil Diomandé. Le Maroc, l'un des pays qui aura marqué l'esprit du peuple ivoirien, à cette CAN 2023. Dans les stades comme en dehors, Marocains et Ivoiriens ont partagé des moments de fraternité et de convivialité sans nul autre pareil. Durant leur séjour en Côte d'Ivoire, les influenceurs et supporters marocains investissaient les quartiers d'Abidjan et de San Pedro pour distiller la bonne humeur. Hello glacé, hello. Comment l'eau? Hello. Tu veux du lot? Oui. 25. Les ressortissants du royaume chérifien sont surtout tombés sous le charme de la culture et de la gastronomie made in Côte d'Ivoire. Certains parmi eux ont même appris à concocter le pilé de banane plantain, communément appelé le foutou. Regardez les amis! Bravo! Ces instants de bonheur partagés ont raffermi les relations ivoiro-marocaines. L'élimination des Lions de l'Atlas de la compétition a affecté de nombreux Ivoiriens. Vous pleurez l'élimination du Maroc, pourquoi? Oui, parce que le Maroc a vraiment joué pour nous et le Maroc nous a fait qualifier. Et puis aujourd'hui, le Maroc, c'est vraiment triste pour moi. Certes, l'aventure de la CAN 2023 s'arrête pour les Marocains, mais ils auront conquis le cœur de millions d'Ivoiriens. Dans cette compétition, le Maroc nous a montré comment vivre ensemble, comment partager l'amour. Le Maroc nous a montré qu'ici en Afrique, il n'y a pas de couleur de peau. Vraiment, merci aux Marocains. On est ensemble, on vous aime. En 2025, le Maroc accueillera la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens comptent bien renvoyer l'ascenseur de la gaieté et de la générosité que les Marocains ont manifesté au cours de leur passage en Côte d'Ivoire. Celui qui est fatigué, on n'a qu'à dire, nous on est là. Plusieurs lauréats de l'émission de télé-réalité à succès de 1 à 12 ont décidé de célébrer l'Afrique. Ces enfants, membres de la fondation Ici on chante, donnent de la voix pour la CAN 2023. L'Afrique qui gagne, c'est le titre de leur contribution à la plus grande fête du football africain. Davis Oyo, Ismaël Deo. Jour des répétitions à la fondation Ici on chante. Au nombre de 7, dont 2 garçons et 5 filles, ces jeunes talents de la Fondation poussent la chansonnette au quotidien pour peaufiner leur art. Chris Ivan et ses camarades sont des lauréats de la télé-réalité 1 à 12. Cette consécration leur a permis d'intégrer la Fondation Ici on chante pour continuer à entretenir leur passion. Étant donné que la Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique, nous les enfants de la Fondation ne pouvions pas rester en marge de cet événement-là. Donc on a décidé avec mes amis d'encourager toutes les nations qui viennent et puis de leur dire, comme on dit sur nous, Aquaba. Ce jour, le groupe travaille sur leur dernière œuvre musicale baptisée L'Afrique qui gagne. Après une heure d'horloge de répétition, place est à la présentation de l'œuvre en présence de mordus de la musique. Musicalement parlant, il n'y a rien à dire. La chanson évolue. On a une phase où on a le temps d'entendre les enfants. On écoute ce que les enfants disent de fautes paroles. Et après, on a la phase de l'amusement, donc la phase de l'ambiance, et qui colle aussi à la vision de l'hospitalité, à la vision de l'Ivoirien qui sait faire la fête et qui sait bien faire la fête. Sonorité impeccable, bon arrangement, instruments joués en accord avec la mélodie, le tout couronné par une belle interprétation, autant de qualifications qui réjouissent le groupe. On a chanté pour toute l'Afrique, mais au-delà du soutien général, c'est pour souhaiter bonne chance aux éléphants pour
qu'on puisse arriver en finale et que la coupe puisse rester en Côte d'Ivoire. Être des ambassadeurs de la CAN de l'hospitalité et soutenir les éléphants du Côte d'Ivoire, ces jeunes l'ont bien compris. Maintenant, c'est au tour des éléphants de jouer leur partition. Je vous donne lecture de ce communiqué de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire à l'occasion de la rencontre qui opposera les aigles du Mali à leurs frères éléphants de Côte d'Ivoire qualifiés pour les quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Le samedi 3 février 2024 au stade de la Paix de Bouaké, l'ambassade de la République du Mali à Abidjan en appelle à tous les ressortissants maliens en Côte d'Ivoire, notamment la jeunesse malienne, à faire preuve, comme toujours, de civisme et de responsabilité. Elle profite de l'occasion pour exprimer à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, et au peuple ivoirien tout entier, sa reconnaissance et sa profonde gratitude pour l'hospitalité toute particulière dont la communauté malienne continue de bénéficier en Côte d'Ivoire, de même que l'équipe, les supporters et l'encadrement des aigles depuis leur arrivée sur le sol ivoirien. L'ambassade sait pouvoir compter sur la compréhension et l'esprit de civisme de tous, signé le chargé d'affaires Noum Mahman Aïdara. Le ministre des Transports a effectué une visite de terrain sur le chantier du métro d'Abidjan, une visite de la section nord de la ligne pour évaluer le niveau d'avancement des travaux de terrassement sur le site de la Citaraï dans la commune d'Anyama. Amadou Kone se dit satisfait. Frédéric Oulaï, à Boussanogo. À la Citaraï, au plateau, ce jeudi matin, avant d'embarquer pour une visite du chantier, le ministre des Transports Amadou Kone fait des mises au point avec les partenaires et les entreprises en charge du projet du métro d'Abidjan. La ligne 1, qui part du plateau à Anyama, connaît un taux d'avancement satisfaisant. Nous étions ici il y a 2 mois. Nous avons pu parcourir la moitié de la section nord de la ligne 1 de métro. Aujourd'hui, nous avons tenu à faire toute la section nord, quasiment, de la ligne 1 de métro, pour nous rendre compte donc, de l'état d'avancement des travaux. Donc, je suis très très heureux que les choses avancent bien, que le terrassement se poursuit au-delà de la Y4. Le métro d'Abidjan, projet innovateur dans le milieu du transport urbain abidjanais, va améliorer la mobilité urbaine des usagers avec plus de 500 000 passagers journaliers. Les travaux avancent bien, ça devrait être achevé au mois de juin donc prochain. Après quoi, on va finaliser donc, le terrassement pour la partie métro et puis accélérer donc, les travaux. Nous avons avec le BNET, la primature, validé il y a plus d'1 mois donc, le design du train. Donc le train est en train d'être réalisé, de sorte que je suis confiant quant au délai donc de 2027 pour mettre en marche donc, le train. Les travaux de ligne 1 du métro d'Abidjan constituent une aubaine pour le programme de l'école de la deuxième chance développé par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Plusieurs jeunes formés à l'école de la deuxième chance sont engagés dans ce projet. Autre chose à présent, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique dresse le bilan de l'année écoulée. Selon son premier responsable, Jacques Assaoré Conan, plusieurs grands chantiers ont été réalisés. Il s'agit entre autres de l'adoption et la promulgation du nouveau Code de l'environnement, la réglementation des polluants organiques persistants et la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Le ministre s'est aussi penché sur les défis de l'année 2024. Grâce Kando. 2024, année de grands défis en matière de protection de l'environnement et d'amélioration du cadre de vie des populations pour le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Une vision qui passe par l'implication des différentes structures sous tutelle. Monsieur le ministre, nous, vos collaborateurs, sommes déterminés à partager avec vous cette passion et ce désir ardent d'améliorer le cadre de vie des Ivoiriens, de gérer rationnellement et durablement notre environnement et de promouvoir le développement durable et la transition écologique afin de combler les attentes de nos concitoyens. Les partenaires au développement
prennent également leur part dans cette marche. L'Institut mondial pour la croissance verte, à travers le cadre de coopération signé avec le gouvernement en 2021, s'est engagé sur 5 axes prioritaires d'intervention, à savoir l'accroissement des investissements verts en Côte d'Ivoire, le renforcement de l'action climatique, la promotion d'une agriculture intelligente, la promotion des forêts durables et le transport durable. En 2023, plusieurs acquis ont été enregistrés par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Au nombre de ceux-ci, l'adoption et la promulgation de nouveaux codes de l'environnement. Ce code qui intègre dans le corpus législatif les nouveaux enjeux écologiques tels que la lutte contre les changements climatiques, la protection de la diversité biologique, la promotion de l'économie verte et de l'économie bleue, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre l'érosion côtière. Des actions résolues ont été menées pour la réhabilitation des lacs de Yamoussoukro, pour le contrôle des résidus liquides des navires et contre différentes formes de pollution. Pour 2024, le ministre Jacques Assaoré annonce 2 objectifs majeurs. Il s'agira premièrement d'accroître la visibilité du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique auprès des citoyens et des partenaires techniques et financiers, notamment par la vulgarisation du nouveau Code de l'environnement. Deuxièmement, il s'agira de renforcer la coopération internationale et améliorer le dispositif de mobilisation des financements et de gestion des projets environnementaux. Un plan stratégique de développement sera également mis en œuvre, un document qui fixe les grandes orientations des actions du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Un exercice similaire s'est déroulé du côté du ministère des Eaux et Forêts. Pour dresser le bilan de l'année passée, Laurent Tchagba a choisi de se rendre dans le Logis-Bois. 3 jours de travaux pour définir la nouvelle politique forestière, le statut des agents, les défis de la sécurisation de nos plans d'eau confrontés à l'orpaillage clandestin. Franck Kodio et Ngata Kwame. Divo, capitale du Logis-Bois, centre-ouest, rassemble le Gotha des forestiers ivoiriens pour son activité annuelle bilan 2023 autour du ministre Laurent Tchagba. Face aux responsables des structures rattachées et des 24 directions régionales des eaux et forêts, l'autorité de tutelle note de prime abord l'amélioration du cadre réglementaire de la gestion durable des ressources forestières fauniques et eau. Le code de l'eau révisé a été adopté par les 2 chambres du Parlement. 3 projets de loi sur la gestion de la faune, l'éléphant et la convention CITES ont été adoptés par le Conseil des ministres. Les capacités opérationnelles, logistiques et techniques de nos agents ont été renforcés. Niveau sécuritaire avec l'installation de 2 bases avancées d'intervention sans oublier le reboisement soutenu par le partenariat privé qui a permis le recul de la déforestation passant de 47 000 hectares en 2019 à 26 000 hectares en 2021. Il y a encore beaucoup à faire quand on sait que tous les ans c'est 1000 hectares de perdus avec l'action des feux de brousse, mais pas que. Mais je voudrais aussi particulièrement qu'on insiste au cours de ces assises sur le problème de la pollution des ressources en eau. Vous voyez que de plus en plus, les 4 grands bassins que nous avons sont menacés par la pollution. Et cette pollution est en général à 80% due à l'orpaillage clandestin. Sécuriser en priorité les ressources en eau, le bilan 2023 en fait une problématique majeure après les questions de déforestation en 2022. On parle maintenant de la santé animale avec la rage qui est aujourd'hui du domaine de la santé publique. La zoonose virale à prévention vaccinale cause une perte annuelle d'environ 19 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire, des sources du ministère des Ressources animales et halieutiques qui a lancé dans la région du Sud Comoé le 26 janvier dernier une campagne de vaccination gratuite des animaux vecteurs de la transmission. Les explications de Léon Brou.
Au nouveau quartier, comme au foyer des jeunes de Yaou, dans la commune de Bonois, des chiens à la rencontre des services vétérinaires pour recevoir leur dose du vaccin contre la rage. On ne veut pas prendre le risque de faire contaminer les autres chiens par des chiens errants. Il faut vacciner sa population animale pour éviter que les enfants les plus touchés ne fassent la rage. Et c'est ce que nous voulons pour notre village. 0 francs la dose du vaccin contre la rage au lieu des 4 000 francs CFA déboursés d'ordinaire. Cette campagne de vaccination gratuite se tient pour une semaine dans la région du sud Comoé, notamment à Yaou, Bonois, Grand Bassam et Bongo. Elle participe de l'objectif à 70% des 1 500 000 chiens vaccinés pour 0 cas de rage humaine à l'horizon 2030. C'est une campagne par strate de façon évolutive. C'est déjà 1000 doses qui sont mises à disposition des postes d'élevage. La rage, lorsque la maladie apparaît, vous mourrez. La bonne nouvelle, c'est que la rage peut être évitée à 100%. Par la vaccination des chiens, mais aussi par la prophylaxie post-vaccination de la victime de morsure. En plus de son enjeu humain, la vaccination contre la rage est d'intérêt économique selon le ministère des Ressources animales. Il s'agit en effet d'épargner l'État des 19 milliards de francs CFA de pertes annuelles causées par la rage. Les statistiques montrent que c'est 48 000 personnes qui sont mordues dans les ménages par an. La prise en charge, c'est au moins 4 doses pour le protocole Zagreb et 5 doses pour le protocole SN. Et chaque dose vous fait environ 8 000 francs. On ramène le PIB à la population. Et quand vous perdez un enfant de moins de 15 ans et que vous voyez l'espérance de vie de la population de 60 ans, donc c'est près de 45 années de vie que vous aurez perdu, qui ont une valeur économique. Transmise des animaux, spécifiquement des canins à l'homme, la rage, encore problème de santé publique, avec par an au moins 60 000 décès au monde, à majorité des enfants. En 2023, 40 personnes en sont mortes en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de nos frontières, au terme de son réquisitoire ce 1er février en France, le parquet national financier a demandé 3 ans d'emprisonnement, dont un an ferme ainsi qu'une amende de 150 000 € contre la sœur d'Ali Bongo Ondimba, l'ancien président du aux yeux du procureur. L'accusé, le procès s'est ouvert le 29 janvier au tribunal de Paris, s'est rendu coupable de corruption passive d'argent public étranger. Retour sur les affiches de la CAN 2023, les rencontres Mali, les rencontres Nigeria-Angola se jouera demain, vendredi 2 février à 18h. Ça sera au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les Léopards de la République démocratique du Congo seront face à la Guinée au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe. La rencontre Mali-Côte d'Ivoire est quant à elle prévue pour le samedi 3 février à 18h au stade de la Paix de Bouaké. Et puis à Yamoussoukro au stade Charles Konambani, le Cap-Vert va défier l'Afrique du Sud à 21h. Et on termine avec ce communiqué du ministère des Transports. Le ministre des Transports informe les usagers de la route et les forces de l'ordre que la circulation est interdite pour les véhicules poids lourds dont le poids total en charge excède 10 tonnes du vendredi 2 février 2024 à 23h59 au dimanche 4 février 2024 à 21h sur les axes ci-après. Autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Bouaké, autoroute A3 Bouaké-Katiola. Pendant la période ci-dessus mentionnée, la circulation des gros camions est également interdite à l'intérieur de l'agglomération de Bouaké. En vue de permettre l'approvisionnement des ménages, la circulation sans restriction d'horaire des véhicules poids lourds dont le poids total en charge excède 10 tonnes affectés à la livraison des bouteilles de gaz butane et d'hydrocarbures dans l'agglomération de Bouaké est exceptionnellement autorisé. Fait à Abidjan le 30 janvier 2024, signé Amadou Koné, ministre des Transports. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Et on termine avec le coup de marteau de Tamsir. شرفت على بلد البيا يا pas conseil à lui seulement